Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France Info dans un moment où la France étouffe. Vous allez nous dire ce que vous proposez au RN pour adapter nos vies à ces vagues de chaleur. Mais d'abord, Sébastien Chenu, vous citez désormais le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, pour dénoncer l'impréparation du gouvernement. Vous dites en substance, les alertes étaient là, il fallait anticiper. Alors entendre le RN reprocher au gouvernement de ne pas assez écouter les scientifiques du GIEC, alors que Marine Le Pen jugeait que ce même GIEC avait toujours été très alarmiste il n'y a pas si longtemps, ça manque pas de sel, non? Qu'est-ce que ça signifie, Sébastien Chenu? Est-ce que vous avez évolué profondément sur l'environnement, sur le climat? Non, mais vous savez que nous, on a une philosophie qui est tournée vers le localisme, vers la démondialisation, et cette philosophie-là, elle intègre évidemment le rapport au développement durable et aux modifications de température qu'on peut connaître. Le GIEC, moi je l'ai cité parce que je ne l'ai jamais remis en cause, vous ne trouverez pas de remise en cause des analyses du GIEC. En revanche, là où on peut avoir des divergences, et c'est normal, c'est sur les propositions de sortie, en tous les cas les recommandations du GIEC. Il peut y avoir qu'ils exagèrent, comme votre collègue Thomas Ménager. Non, mais il est revenu sur ses propos, Thomas Ménager, mais il est revenu peut-être 10 fois sur ses propos. Donc il est revenu d'ailleurs sur votre antenne. C'était dans cette maison-là. Donc voilà, moi je pense que... Il a reconnu que c'était des bêtises. Il dit oui, il y a des bêtises qui ont pu être dites. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui? Vous vous rappelez que la députée Katiana Levavasseur avait dit « Le GIEC est une catastrophe pour le moral déjà très bas des Français ». Elle avait dit ça. Effectivement, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu des bourdes, des maladresses? Dire une certaine forme de vérité, c'est parfois difficile. La vérité peut être compliquée à entendre, et nous on le sait, puisqu'on est souvent lanceurs d'alerte. Donc c'est vrai que lorsqu'on lit les recommandations, ou en tous les cas les analyses, puis les recommandations du GIEC, ça peut évidemment ne pas faire plaisir, mais... il ne faut pas les remettre en cause aujourd'hui. Mais c'est pas un sujet de polémique. Les analyses, moi je ne les remets pas en cause. Je pense que le GIEC fait des analyses intéressantes. Sur les recommandations, je pense qu'on peut évoluer, et on peut débattre parce que justement ce gouvernement, à mon avis, a manqué sur plusieurs points. Et c'est là où je pense que ça diverge peut-être avec nous. D'abord, ils n'ont eu aucune vision, aucune anticipation. Et on le voit pas simplement sur l'isolation, parce qu'on va parler de l'isolation. Évidemment, c'est ce qui intéresse beaucoup les Français. Mais par exemple, vous voyez, il y a eu 71 rames de trains intercités, et hier je crois encore des rames de RER qui ont été arrêtées. Pourquoi? Parce que les systèmes justement de climatisation ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'il y a eu un sous-investissement pendant des années dans le matériel roulant. Or c'est à l'État de le faire, et là on peut dire, sans qu'il y ait de polémique, que l'État n'a pas anticipé, évidemment, en achetant du matériel qui aurait été français, parce que je dois dire aussi que l'État souvent acheté du matériel espagnol. Il y a eu un déni collectif, et est-ce que vous vous sentez co-responsable de ce déni collectif? Non, on n'est pas aux affaires. Donc, moi, vous étiez responsable politique, vous étiez élu. Moi qui suis élu du Nord, Alstom fait du matériel pour les rames et les trains, et le gouvernement est allé acheter du matériel en Espagne. Moi j'aimerais aussi, ça fait partie de notre philosophie, qu'on fasse du patriotisme économique intelligent. Vous dites, est-ce que le déni, il est collectif? Non, parce que nous, on n'est pas au gouvernement, et moi, je veux bien qu'on conteste ce qu'on propose. Mais vous êtes en responsabilité, et vous prétendez accéder à la fonction on n'est pas suprême. encore en responsabilité, selon le terme, malheureusement. Mais en revanche, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites en responsabilité. Il y a quelqu'un qui est en responsabilité que je n'ai jamais vu à l'Assemblée nationale. C'est la ministre de l'écologie et du développement durable, Madame Barbu. Et hier, voyez-vous, je crois que dans son agenda public... Ils n'ont jamais à l'Assemblée nationale. Non, vous l'avez jamais vu. Je l'ai vu une fois, pour être très honnête. Elle a pris la parole une fois en un an, alors que c'est un sujet soi-disant extrêmement important que l'écologie. Et je crois qu'hier même, dans son agenda public, il était écrit qu'elle était à l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. Elle n'était pas là, et c'est un sous-ministre, je ne sais plus lequel, qui répond à sa place. La ministre de l'écologie n'est jamais là pour représenter son portefeuille ministériel et répondre à la représentation nationale. Ça pose un problème. Ça pose aussi un problème. Ce matin, oui, c'est la première fois, je crois, qu'elle fait un média de cette ampleur depuis qu'elle est ministre. Parce que je pense que la pression est trop lourde. Mais Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a fait des réunions. Le Premier ministre a pris ce dossier en main. Non, mais il n'y a personne à la barre. Si vous voulez, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas investi. Il y a une ministre qui est absente, et
il y a une idéologie anti-clim qui, moi, m'interpelle. Je veux dire, ces gens-là, pourquoi je dis une vision anti-clim ? Parce que dans leur programme, le fameux fonds vert, la climatisation, en était totalement exclue. Pire, pour des maires qui demandaient... moi, je suis allé dans une école de ma circonscription la semaine dernière, à Wavre-Champs-sous-Denain, où les élèves, évidemment, se posaient la question, et les enseignants, de savoir s'ils allaient pouvoir continuer à travailler dans des chaleurs pareilles. Eh bien, si un maire veut utiliser un fonds vert pour rénover son école avec de la climatisation dedans, il ne peut pas. Justement, cette subvention lui sera refusée s'il y a de la climatisation. C'est-à-dire que le fait d'être anti-climatisation, que ce gouvernement ait finalement, quelque part, se soit mis sous la tutelle de la gauche, l'extrême gauche, et eux qui sont souvent anti-climatisation. C'est du dogmatisme, c'est de l'idéologie. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez ? C'est quoi votre plan clim ? Parce que ça fait depuis un an que Marine Le Pen en parle et on a l'impression que vous êtes en train de le construire au jour le jour en ce moment. En quoi il consiste ? Je veux dire, ils sont anti-clim, enfin, sauf pour eux, hein. Dans leur bureau, ils ont tous la clim. Vous pouvez regarder. Tous ceux qui nous disent qu'il ne faut pas de clim pour les Français, ils ont la clim dans leur bureau. Vous voulez 40 millions de clim, 20 millions pour les particuliers. J'y viens. Et les écoles. J'y viens. 40 millions, c'est beaucoup. Non, mais j'y viens. Pourquoi la climatisation ? D'abord parce que, et là je me réfère par exemple aux propos du professeur Juvin, qui n'est pas de ma famille politique, mais qui dit qu'effectivement, et qui nous donne quitus sur ces propositions liées à la climatisation, qui dit qu'on a raison, la climatisation empêcherait, je crois, jusqu'à 47% des décès liés à la chaleur. Donc ça a un intérêt humain. Et puis de l'autre côté, ça a un intérêt sur la productivité. C'est-à-dire que ça coûte très cher aujourd'hui, le fait d'avoir des pics de chaleur dans lesquels les Français arrêtent de travailler, adaptent leurs horaires, ça fait baisser la productivité du pays. Donc, un coût humain, un coût économique. Donc, il faut la clim. Donc, vous entendez aussi les arguments de certains scientifiques qui disent que, notamment dans les villes, ça va réchauffer l'air extérieur de certaines villes. Alors, j'entends, mais j'ai lu aussi une analyse que je trouvais intéressante. Si on climatisait l'ensemble de l'Île-de-France, tous les bâtiments publics, tous les bâtiments industriels, etc., eh bien, la température sur la ville de Paris augmenterait d'1 demi-degré, mais sauverait un nombre de vies incroyable. Donc, vous voyez, le débat, on peut le tenir, on peut l'avoir, mais on ne peut pas commencer en disant non à la clim. Moi, je pense que la climatisation, c'est pas politique d'ailleurs ce que je dis. Je ne cherche pas à enfoncer un coin. La clim, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. J'essaye de trouver une solution. Ça plaît aux Français dans une période de canicule de dire il suffit de tout climatiser et c'est facile. Comment vous faites concrètement ? Parce que peut-être que si c'était si simple, ce serait déjà fait. J'y viens, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que dans notre démarche, c'est du pragmatisme. Nous, on essaye de trouver une solution qui soulage les Français. Pas une solution idéologique, pas une solution marquée. Concrètement, comment vous faites, Sébastien Chenu ? Nous, on a un grand plan qui s'appelle le plan 100% Rénov' que Marine Le Pen a déjà présenté. Ce plan, ce serait de climatiser évidemment l'ensemble des bâtiments publics de notre pays. Les EHPAD, les écoles, les bâtiments qui reçoivent du public. Ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique et ça ne se fait pas sans rien non plus. Ça fait combien de climatiseurs ? Alors, c'est pas que des climatiseurs. Moi, j'ai regardé le rapport Pisani. En réalité, dit avec un fonds climatisation qui permettrait d'isoler et d'adapter. Alors, c'est pas pareil que si c'est un logement pour des particuliers qui ont besoin d'un climatiseur ou si c'est effectivement un EHPAD ou si c'est effectivement un hôpital, puisque je vous rappelle qu'il y a des hôpitaux, et là aussi, idéologie, attention, danger, il y a un hôpital entre Nantes et Saint-Nazaire qui vient d'être construit sans climatisation. Enfin, au secours. Et donc, ce rapport Pisani-Ferry dit il faut 20 milliards d'euros déjà dans ce fonds. 20 milliards, c'est tout compris sur privé, public. 20 milliards pour le privé et le public, c'est ce que dit Jean-Philippe Tanguy. Mais Jean-Philippe Tanguy, votre collègue au RN, il estime aussi que le coût de l'installation d'un climatiseur, c'est entre 1 000 et 5 000 euros. Si on prend la fourchette basse de ce que dit Jean-Philippe Tanguy, disons environ 1 500 euros multipliés par 40 millions, ça fait 60 milliards. Ça fait pas 20 milliards d'euros. Et d'ailleurs, Jean-François Copé, il dit que votre programme, il estime à 50 milliards. Comment vous faites pour en arriver à 20 ? Il ne s'agit pas de mettre, par exemple, un simple climatiseur dans un EHPAD. Chez un particulier, vous pouvez faire justement du prêt à taux zéro, aider les Français avec des prêts pour qu'ils s'équipent avec un climatiseur. C'est pas la même chose lorsqu'il faut équiper un bâtiment public. Et là, lorsqu'il faut équiper un bâtiment public... Donc 20 milliards, c'est juste pour les bâtiments publics ? Non, 20 milliards d'euros, c'est chauffage, isolation. C'est le fonds Pisani tel qu'il a été mis pour adapter l'ensemble des bâtiments à des critères d'isolation et de climatisation qui paraissent acceptables. Sur ces 20 milliards d'euros, vous n'avez pas exactement, vous n'avez pas les mêmes démarches selon que ce soit le privé ou le public. Nous, on considère qu'il y a d'un côté des prêts à
bateau zéro, qui permettent aux Français de s'équiper, et de l'autre côté, de la ressource à mobiliser. Moi, vous ne trouvez pas moi, le Rassemblement national, Jean-Philippe, nos députés ont trouvé de la ressource. Parce que si vous dites 20 milliards d'euros, par exemple, sur 3 ans, c'est jusqu'à 2030, ça fait à peu près 6,5 milliards par an. Eh bien, regardez, vous avez, s'il faut mobiliser de l'argent, vous avez 3 milliards d'euros qui sont les gains de la fameuse journée de solidarité qui a été imposée, je crois, en 2004, c'était sous Jean-Pierre Raffarin. Ça rapporte 3 milliards d'euros. Vous avez également déjà affectés. Vous avez, non mais faire de la politique, c'est choisir des affectations budgétaires. Nous, on choisirait de les affecter. Il faut regarder la façon dont tout ça se construit, mais c'est là. Mais je vous donne. Vous savez pas sur quoi vous prenez l'argent, mais en tout cas, vous dites là, il y a 3 milliards. Je viens de vous dire sur quoi on pouvait. Et pour le reste, pour les 17 milliards, l'ADEME. Non mais vous divisez ça sur 3 ans. Je vous dis, ça fait 6 milliards d'euros, 6,5 milliards sur 3 ans. Et vous regardez, l'ADEME, c'est 1,2 milliard de mémoire. Vous avez déjà à peu près 4,5 milliards de trouvés. L'ADEME, vous l'avez déjà affecté à autre chose dans votre programme, il me semble, non, pas du tout. Non, au contraire. Non, pas du tout. Au contraire. Parce que vous nous parlez tout le temps de l'ADEME quand on vous demande où vous trouvez l'argent dans votre programme. Non. Ah si, vous en parlez souvent. Non, on parle par exemple de l'Office de la biodiversité, on vous parle des conseils économiques et sociaux, on vous parle de beaucoup d'agences. Il y a beaucoup d'argent. Mais par exemple, je vous donne ces 2 exemples parce qu'ils sont précis, qui montrent, et un peu pour changer aussi de ce que nous proposons, ce que nous mettons en général dans le débat public, quand on veut faire des choix budgétaires, on trouve la ressource budgétaire. Et ces choix, c'est aussi ce qu'on attend d'hommes et de femmes politiques, qu'ils fassent des choix avec des conséquences pour les Français. Vous voyez, on ne va pas faire les mêmes choix, on ne va pas avoir les mêmes objectifs, et ça n'aura pas les mêmes conséquences pour les Français. Hier était donc la journée la plus chaude de l'histoire de France. Il fait encore très 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 chaud partout en France aujourd'hui. Tout le monde pense à son climatisation. Est-ce que vous avez fait une étude sérieuse sur l'impact sur la consommation électrique? Parce qu'on sait que c'est le pire pour les centrales, c'est-à-dire que tout le monde aura besoin au même moment de climatiser. Est-ce que vous avez vraiment fait des études là-dessus? Je n'ai pas les moyens de faire l'étude que vous me demandez. C'est vous avez un plan de climatisation, donc vous avez forcément dû y penser. Permettez, moi j'adorerais pouvoir faire toutes les études et demander à l'appareil d'État de nous aider. Moi je me nourris d'un certain nombre de rapports. Je vous ai présenté, je vous ai parlé du rapport Pisani, qui est un rapport public. Je n'ai pas moi-même fait d'études. Nous n'avons pas le Rassemblement national les moyens de faire des études. Mais sur la production électrique française, nous on considère qu'il y a eu des investissements qui n'ont pas été faits parce que il y a eu des investissements qui ont été faits, par exemple, sur l'éolien, sur des industries, sur de l'intermittence. Et nous considérons qu'effectivement, là, c'est pas les bons choix qui ont été faits. Sébastien Chenu, dans un instant, vous allez nous dire ce que vous proposez. D'autres, on parlera aussi de l'affaire Liana et de 2027, mais pour l'instant, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Marie Marty-Rossian. La France entre dans le 8e jour de cette vague de chaleur avec encore aujourd'hui de très fortes températures qui sont attendues. Selon la ministre de la Transition écologique, il y a de fortes probabilités pour que la France vive une autre vague de chaleurs extrêmes jusqu'au 14 juillet. Un animateur d'un centre de loisirs de Divonne-les-Bains dans l'Ain mis en examen pour un viol présumé sur une enfant de 4 ans dans une école maternelle. L'homme est âgé de 20 ans. Il a été placé en détention provisoire conformément à ce qu'avait requis le parquet. L'hommage de la nation à Marc Bloch, historien, écrivain et résistant, entré au Panthéon hier aux côtés de son épouse Simone. La cérémonie s'est tenue hier soir en présence d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a évoqué les enseignements de Marc Bloch qui, je cite, nous obligent encore. Et puis au mondial de football, 1 minute de silence observée lors de l'entraînement des Bleus après l'annonce du décès de la mère de Didier Deschamps. Le sélectionneur va rentrer en France pour assister aux obsèques. Il sera absent pour le match France-Norvège après-demain. C'est son adjoint Guy Stéphane qui prend donc le relais. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Sébastien Chenu, vice-président Rassemblement National de l'Assemblée, député du Nord. Paul, on parle de Liana. Après le meurtre de Liana, un rapport de l'Inspection Générale de la Justice et de la Gendarmerie a mis en lumière de graves défaillances. Avec un document qui relance la question des moyens et du fonctionnement de la chaîne judiciaire, vous demandez, Monsieur Chenu, davantage de magistrats, davantage d'enquêteurs, davantage de places de prison. Comment vous financez tout cela ? Vous savez, ce sont des logiques budgétaires qui seront différentes si nous arrivons au pouvoir. Ce qu'on voit en la matière, c'est une longue dérive. Une longue dérive de notre appareil judiciaire. Des carences et des défaillances. Elles n'ont pas toutes les mêmes origines. Des carences parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement. Et quand on parle de places de prison, nous, effectivement, on considère que c'est très important de construire des places de prison. Emmanuel Macron en avait promis, je crois, 15 000 et on aura construit 3 500. Un établissement pénitentiaire
En moyenne, ça dépend du type d'établissement pénitentiaire, c'est 100 millions d'euros. Voyez-vous, si nous fermons, ce que nous souhaitons, le Conseil économique, social, environnemental, ainsi que ceux qui sont en région, eh bien, vous pouvez en 5 ans faire 2 prisons. Déjà. Donc vous voyez, quand on mobilise la ressource publique différemment, eh bien on peut remplir des objectifs différents et atteindre des objectifs différents. Vous me dites où est-ce que vous trouvez l'argent ? Je vous dis, en fermant un certain nombre de structures qui coûtent beaucoup d'argent aux Français, qui n'ont aucune utilité, eh bien vous pouvez de l'autre côté construire des prisons. Et vous voulez augmenter le budget global de la justice à combien ? Qui a déjà considérablement augmenté pendant la décennie Macron. Oui, il a augmenté, mais pas forcément uniquement dans les bonnes directions. Il est de 10,7 milliards d'euros aujourd'hui. À combien vous le portez si vous êtes au pouvoir demain ? Je ne vais pas vous donner un chiffre, mais simplement parce que si vous considérez qu'il faut 80 000 places de prison, ça dépend du nombre d'établissements bancaires. Combien faut-il de greffiers en plus ? Il faut, de toute façon, ça se fait sur 5 ans, il faut considérablement augmenter le budget de la justice. Mais votre programme n'est pas prêt, Sébastien Chenu. Si, mais on est en train de le détailler. Budgétairement, on est en train de l'affiner. Parce qu'un programme, on ne va pas vous dupliquer le programme de 2022 en 2027. Je viens de vous expliquer que, par exemple, un établissement pénitentiaire, c'est en moyenne 100 millions d'euros. Donc combien faut-il d'établissements pénitentiaires, de quel type ? Moi je veux bien qu'on devienne immédiatement les experts, à devoir vous annoncer immédiatement le coût du nombre de places de prison, exactement à la virgule près. Je ne l'ai pas, je vous dis simplement un établissement pénitentiaire, c'est 100 millions d'euros. Je vous dis par exemple l'enfermement, je leur ai dit, le Conseil économique et social, sur 5 ans, ça permet d'en faire 2. Mais il y a aussi des carences. D'un côté, vous avez les moyens, donc trouver de la ressource pour donner des moyens à la justice, mais aussi, pas uniquement d'ailleurs des places de prison, parce qu'on a l'impression qu'on s'enferme aussi dans un débat qui serait celui de construction de places de prison. Pas seulement. Moi, je suis fils d'une greffière. J'allais dire, le monde de la justice, c'est aussi des agents administratifs, c'est aussi des greffiers. Et on l'a vu dans la problématique administrative, je ne parle pas de la carence judiciaire, de la défaillance absolue de l'IANA, mais on voit dans des problématiques administratives que souvent les dossiers sont empilés et ne trouvent pas ou n'arrivent pas au bureau d'ordre et ne trouvent pas leur vitesse de croisière adéquate parce qu'on manque de greffiers notamment. Mais il y a aussi des carences parce que c'est un enjeu de civilisation, sur les peines et ça c'est aussi quelque chose qui n'a pas évolué. Et vous voulez faire évoluer la loi. Et là encore, je dois dire que quand vous avez un ministre de la Justice, c'était Éric Dupond-Moretti, dont la logique était le classement sans suite, une logique assumée, désengorger les tribunaux par le classement sans suite. Il faisait exprès de demander de classer sans suite les affaires. Oui, c'était sa logique. Et bien là, je vais vous dire, non, ça a été sa logique. Et bien là, vous éloignez la victime du centre de la problématique. Moi, je pense qu'il faut remettre la victime, les victimes, au centre de la problématique. Et justement, Sébastien Chenu, une loi dite intégrale va être examinée en septembre, a annoncé le Premier ministre hier. Intégrale parce que c'est une loi globale qui a vocation à traiter de tous les domaines concernés par les violences sexistes et sexuelles, la justice, la police, la santé, l'éducation, le travail, l'enfance. Est-ce que le RN votera cette loi ? On va regarder ce qu'il y a dedans. Moi, je ne suis pas fermé à ça. Mais tous les spécialistes nous disent qu'elle n'aurait rien changé à la problématique, aux problématiques que nous connaissons aujourd'hui, diverses et variées et gravissimes, notamment de pédocriminalité. Beaucoup disent que ça n'aurait rien changé, en tous les cas, sur l'affaire Liana, sur le scandale de l'affaire Liana, ça n'aurait rien changé. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas la regarder et pas la voter. Je note quand même, j'ai une petite réserve dans ce que j'ai cru voir, mais tout ça peut bouger dans cette loi intégrale, c'est que les rédacteurs font beaucoup porter la responsabilité, et je peux l'entendre, sur les familles ou sur les hommes. J'entends que les problématiques de pédocriminalité, souvent sont dans les familles et sont dans une immense majorité le fait d'hommes. Attention, moi je pense qu'il faut embarquer tout le monde dans ce sujet, dans cet enjeu de civilisation qui est la lutte, la protection de l'enfance. Non, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas, d'un côté, faire peser sur les hommes une responsabilité qui n'est pas la leur. On a besoin des hommes pour protéger les enfants. On a besoin des familles pour protéger les enfants. Je ne voudrais pas qu'à la fin, on dise simplement c'est les hommes et les familles qui sont problématiques et l'État qui est la solution. Il faut embarquer tout le monde dans la protection de l'enfance. Sébastien Chenu, on parlait d'écologie tout à l'heure. Ça va coûter de l'argent, votre plan Kim, pour la justice aussi.
aussi, ça va coûter de l'argent. Et aussi, sur le fond, la philosophie du Rassemblement national. Donc aujourd'hui, vous proposez la climatisation, mais qu'est-ce que vous proposez dans votre programme pour lutter contre le réchauffement climatique? On sait que votre mesure phare, c'est la baisse de la TVA, notamment sur les carburants. Est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Est-ce que vous avez vu, il fait 40 degrés dehors, vous maintenez cette mesure, subventionner le carburant? Oui, bien sûr, c'est encore autre chose. Nous, notre logique, c'est celle d'une hostilité au libre-échange et à la mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, importer des produits qui viennent du bout du monde, ça a un coût très fort en matière de dérèglement climatique et de développement durable. Eh bien, nous souhaitons effectivement, par le localisme, par la proximité, par l'industrie de proximité, par le patriotisme économique, changer de logique. Et en même temps, vous avez voté il y a quelques jours un moratoire sur tous les nouveaux projets éoliens et solaires. Donc ça veut dire que vous allez importer de l'énergie du bout du monde. Parce que l'éolien on le produit en France, et le solaire aussi. L'éolien en particulier est une énergie intermittente, ça veut dire que quand il n'y a pas de vent, c'est une la palissade que de le dire, ça ne fonctionne pas, c'est une énergie qui coûte beaucoup, qui est très subventionnée et pas du tout à la hauteur des enjeux de demain. Il faut évidemment continuer à aller vers le nucléaire, vers le développement du nucléaire. Sébastien Chenu, Jordan Bardella a été critiqué pour avoir été aperçu au Grand Prix de Monaco avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles le jour de la marche blanche pour l'IANA. Pour se justifier, il a eu cette réponse: des marches blanches, il y en a tous les jours. Une réponse qui a fait réagir Gabriel Attal, ancien Premier ministre, qui était à votre place il y a quelques jours sur France Info. Vous savez, ce qui m'a le plus interpellé et heurté dans tout ça, c'est plutôt la réaction quand la question lui a été posée et qu'il a répondu non mais des marches blanches, il y en a tous les jours. Je veux dire, comme si c'était quelque chose de banal, ce qui s'est passé avec l'IANA qui a été tuée. Je trouve qu'il y avait une forme de désinvolture sur ce sujet-là. Ça mérite quand même un peu plus de sérieux quand on en parle. Est-ce que c'est de la désinvolture, comme dit Gabriel Attal? Et est-ce que vous avez compris la réponse de Jordan Bardella? Non, mais est-ce que c'est pas un peu minable qu'un ancien Premier ministre en soit là, quoi? Ah bon Il va s'en remettre que Jordan Bardella soit allé au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. C'est plutôt la réponse, justement, qui critique. Vous-même, vous expliquez qu'il y a eu un avant et après l'IANA. Vous-même, vous dites ça, donc c'était pas une marche blanche comme une autre. Non. Il y a eu un avant et un après l'IANA. Mais Gabriel Attal ne critique pas le fait qu'il est au Grand Prix de Monaco. Il dit que dire il y a des marches blanches, il y en a tous les jours. Cette phrase, Sébastien Chenu. Est-ce que Marine Le Pen, interrogée, elle aurait dit des marches blanches, il y en a tous les jours? Mais j'en sais rien, chacun réagit. Vous savez pas vraiment? Non mais je sais pas, chacun réagit avec son émotion sur le moment. Jordan Bardella ne sous-estime pas le traumatisme, parce que moi je pense qu'il y a eu un traumatisme dans le pays lié à cette affaire, ce scandale horrible de l'IANA. Je pense qu'il le sous-estime pas du tout. Maintenant, essayer d'en faire un objet de polémique matin, midi et soir, sincèrement, je veux dire, la vraie polémique, c'est que Gérald Darmanin soit toujours garde des Sceaux et ministre de la Justice. Vous avez changé d'avis là-dessus. Non mais au bout d'un moment, il faut mettre les choses au niveau qu'elles doivent être mises, que Gérald Darmanin soit toujours garde des Sceaux avec des défaillances, des carences, et qu'il fasse demain sauter un lampiste. Vous auriez dit des marches blanches, il y en a tous les jours, Sébastien Chenu? Mais peut-être j'aurais dit autre chose. Il se trouve que je n'ai pas dit ça, mais j'aurais pu peut-être dire... Il y a un malaise au sein du RN. Plusieurs articles de presse ont rapporté qu'il y avait un malaise. Non, il n'y a pas... mais je trouve qu'on essaye de faire déplacer sur une expression de Jordan Bardella un scandale qui est celui d'un système judiciaire totalement défaillant, totalement carencé, et un ministre de la Justice qui va faire sauter quelques lampistes pour préserver ses fonctions. Il était à votre place hier, vous demandez toujours sa démission. Parce que Marine Le Pen a changé d'avis là-dessus. Il serait remplacé par quelqu'un qui serait probablement de la même couleur politique que lui. Mais s'il avait un peu de grandeur, s'il était l'homme politique qu'il dit être, Gérald Darmanin, eh bien il aurait remis sa démission, évidemment. La question qui fait une bolette, Sébastien Chenu. Laurent Jacobelli, votre collègue du RN, a beaucoup fait réagir en disant à votre place il y a quelques jours que si les Français demandaient un référendum sur la peine de mort et que son rétablissement était approuvé, votre parti respecterait la volonté populaire. Pourtant, Marine Le Pen, en 2022, disait que c'était inconstitutionnel. Alors, c'est la ligne de votre parti aujourd'hui? Vous avez encore changé? Non. La ligne de Marine Le Pen, c'est toujours la même. D'abord, ce serait très compliqué. Il faudrait changer énormément de choses, sortir d'un certain nombre de traités. Donc, ce n'est pas techniquement possible. Vous parlez à quelqu'un, moi, qui suis abolitionniste, en plus. Mais donc c'était une boulette de la part de Laurent Jacobelli? Non, je pense que ce que voulait dire Laurent Jacobelli, c'est qu'il faut toujours entendre la volonté populaire. Mais Marine Le Pen avait indiqué que... C'était une boulette ou pas? Comment? C'était une boulette ou pas? Non, c'est pas une boulette, c'est une expression qui veut dire il faut entendre la volonté
populaire. Mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit si les Français disent qu'il faut rétablir la peine de mort, à ce moment-là, on respectera leur volonté. Ce n'est pas dans notre programme que de rétablir la peine de mort. Voilà. Ça veut dire qu'il faut respecter la volonté populaire, mais si les Français demandent quelque chose avec lequel vous êtes fondamentalement en désaccord, à ce moment-là, vous respectez pas la volonté populaire. Non, ça veut dire que lorsque ce n'est pas possible et lorsqu'il faut faire évoluer constitutionnellement les choses ou à travers un certain nombre de traités et qu'on ne peut pas le faire, eh bien on ne peut pas le faire. Donc ce débat ne mérite pas d'être posé pour vous? Non, c'est pas un débat qui mérite aujourd'hui d'être posé. Moi, en revanche, j'entends ce que disent les Français. Je suis pas sourd. J'entends ce que disent beaucoup d'habitants de Français qui disent il faudrait la peine de mort pour des gens pareils, tellement l'horreur du crime saute aux yeux de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est une perpétuité réelle, c'est que ces gens ne ressortent pas. Car s'il y avait une perpétuité réelle, il n'y aurait pas ce débat, ou en tous les cas, cette expression populaire qui dit qu'il faut revenir à la peine de mort. Si on était sûr que ces gens qui ne peuvent pas s'amender, sont des délinquants et des malades, ne ressortent pas, alors ce débat n'aurait pas lieu de s'ouvrir.